Bonne thérapie. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, nouvelle thématique, vous le savez, chaque nouveau débat, on va vers des horizons différents. On a eu l'écologie, la philosophie la semaine dernière avec Emmanuel Picardi. Et cette semaine, place à la finance et l'investissement avec Lucas Marchand avant toute forme de débat. Cher Lucas, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Rémi, je suis vraiment ravi d'être là. C'est un honneur pour moi d'être invité dans ton émission. Je suis ce que tu fais depuis longtemps et c'est vraiment génial de pouvoir être là avec l'immense en fait auditoire que tu as. C'est important pour moi de porter mon message sur la finance, sur l'économie et je te remercie vraiment pour cette invitation. Tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour Juste Milieu, la grande famille Juste Milieu. Alors, moi aussi, c'est un vrai plaisir pour moi aussi de te recevoir, cher Lucas, parce que voilà, c'est vrai que la finance, ça fait peur. Voilà. Puis on n'en parle pas souvent sur Juste Milieu, mais pourquoi je suis heureux et ravi de te recevoir aujourd'hui, c'est parce que justement, avec toi, on va discuter investissement, mais l'investissement pour monsieur et madame tout le monde. Là, on n'est pas chez Cahuzac qui va investir dans des trucs de chirurgie esthétique. Là, c'est sérieux. Là, vous allez comprendre avec toi, Lucas, pourquoi l'investissement aujourd'hui concerne tout le monde, pourquoi c'est intéressant. Et puis, en plus, c'est un honneur parce que tu es une référence sur ce domaine-là. Tu es auteur de la newsletter Les Investisseurs, plus de 100 000 lecteurs aujourd'hui en France. Donc là, chapeau bas, chapeau bas. Et puis, tu es aussi un dirigeant de Vauban Édition, maison d'édition spécialisée dans les conseils financiers. Donc, justement, pour ouvrir le débat, pour ouvrir les discussions, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, rapidement, de ce qui t'a mené à cette aventure aujourd'hui des investisseurs et de Vauban Édition? Alors, c'est une longue histoire. Je ne vais pas revenir sur toute ma carrière, mais en fait, j'ai débuté la newsletter Les Investisseurs. C'est vraiment de là que tout est parti. Moi, j'ai un intérêt, une passion pour l'investissement depuis toujours. Tout part du fait que je suis persuadé que le système économique actuel ne nous aide pas à préparer notre avenir financier, le système éducatif non plus. Donc, aussitôt que j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite pensé à investir parce que j'ai pas du tout confiance dans le système pour veiller sur mes vieux jours, pour s'assurer de mon confort financier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes finances en main. C'était un parcours qui était personnel au départ. Et puis, en 2017, j'ai commencé à écrire une newsletter qui parle d'investissement pour partager un petit peu ce que je fais. Et je me suis donné la mission de trouver des experts dans le monde entier pour m'aider et aider les gens qui me suivent à investir. Donc, c'est vraiment ça la démarche. On est parti avec quelque chose de tout petit. Aujourd'hui, on a un intérêt pour l'investissement qui se confirme auprès du public français. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. C'est un grand honneur pour moi de partager les conseils qu'on publie chaque jour avec Vauban Édition. C'est un petit peu une espèce d'explosion dans le monde de l'investissement qu'il y a eu ces dernières années, notamment avec le coronavirus. Et aujourd'hui, Vauban, c'est une bonne quinzaine de publications, c'est 5 ou 6 experts qui travaillent quasiment à temps plein pour trouver les meilleures opportunités d'investissement. C'est la newsletter Les Investisseurs, mais c'est aussi 3 autres newsletters, l'investisseur de crise, l'investisseur tech et la lettre du 10e homme, qui sont des publications qui aident les gens à comprendre l'économie et la finance. Donc, c'est un peu un rêve qui se réalise pour moi. Et c'est un grand plaisir tous les jours de mener l'enquête et de trouver les meilleures opportunités d'investissement pour les gens qui nous suivent. Et c'est vrai que c'est précisément ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que justement, c'est une notion d'investissement pour tout le monde, parce qu'on a l'image d'un monde de l'investissement un peu cadenassé qui ne concerne que les jeunes dynamiques des États-Unis, de Las Vegas ou autres. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on le comprend bien dans l'actualité. On s'échine à dire ça sur Juste Milieu, mais c'est pas avec les 100 balles du chèque inflation de Jean Castex qu'on va partir aux Bahamas. Donc, comment monsieur et madame tout le monde peuvent réussir à investir avec leurs moyens propres, facilement, en comprenant les tenants et les aboutissants de ce qu'ils font. Et ça, c'est précisément intéressant. Et justement, aujourd'hui, dans ce débat du jour, on va décortiquer un petit peu tout ça, poser certaines bases pour mieux comprendre. Et moi, le premier, parce que je suis une banane absolue en investissement. Donc, si je te fais venir, c'est aussi pour moi. Je vais prendre des notes, je vais chausser les lunettes, on va réfléchir. Et donc, voilà, on va commencer tout doucement et forcément avec
petit tour d'horizon hein, de la situation boursière et de l'actualité, parce qu'un monde qui a été complètement chamboulé, y compris le monde financier, avec cette affaire de coronavirus, pour ceux qui n'ont pas suivi, on en parle un petit peu quand même. Est-ce que finalement, l'effet de la pandémie hein, sur le monde de l'économie, sur le monde de la finance, est-ce que l'effet a été si dramatique que cela? Parce que dans les premiers temps, ça devait être un raz-de-marée. Et aujourd'hui, on ne comprend plus très bien. Apparemment, ça ne s'est pas si mal passé que ça pour certaines entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, dramatique, je pense que ça dépend de qui on parle, en fait. Je pense que pour un restaurateur, le coronavirus, ça a été dramatique. Pour un jeune qui voulait sortir le samedi soir à Paris, ça a été dramatique. Pour beaucoup de PME, ça a été dramatique. Pour les personnes âgées isolées, ça a été dramatique. C'était dramatique vraiment pour beaucoup de monde. On a pensé que ce serait dramatique pour toutes les entreprises. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu quand le coronavirus est arrivé, c'est que l'économie, en fait, s'est quasiment arrêtée. On a eu un gel de l'activité et on a vu une panique sur les marchés boursiers. On a vu un effondrement de la valeur des actions qui a été très rapide, brutal, qui a fait paniquer beaucoup de monde. Et ensuite, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les États n'allaient pas laisser l'économie s'effondrer et que donc ils allaient intervenir pour injecter massivement de l'argent et faire en sorte que personne ou quasiment personne ne fasse faillite. Ça passe par les entreprises, ça passe aussi par les restaurateurs, ça passe par en fait beaucoup de toutes les couches de l'économie. Il faut bien garder en tête que l'économie, c'est pas seulement les entreprises, c'est aussi les personnes. Et donc, on a eu cette intervention massive de l'État qui a dit on va geler l'économie, on va geler la société, mais on va pas vous laisser tomber complètement. On va assumer notre décision jusqu'au bout et on va compenser votre manque à gagner. Donc, le coronavirus, c'était dramatique pour tout le monde d'une certaine manière, mais économiquement, il y a eu une intervention qui est plus ou moins discutable, mais une intervention massive, historique, qui n'a jamais été vue, qui passe donc par l'injection d'euros, le parachutage d'euros à travers l'économie directement par les États et les banques centrales, et qui a permis, entre guillemets, de sauver l'économie et d'arriver aujourd'hui à une situation où beaucoup d'économistes prédisaient et d'analystes prédisaient qu'aujourd'hui on sera encore en plein marasme, mais aujourd'hui on a une reprise qui est quand même forte. On a des résultats qui sont là au niveau des résultats des entreprises et des résultats en bourse. Et donc on a une situation où la vie économique existe, a repris presque comme avant. Et est-ce que cette reprise par rapport à tout cet argent qui a été injecté, est-ce que cette reprise, on peut dire qu'elle est enfin, d'une certaine manière réelle ou est-ce qu'elle est un petit peu cachée justement par toutes ces montagnes d'argent qui ont été injectées? Est-ce que là, il n'y a pas un danger d'une sorte de bulle? Alors attention, j'utilise des mots que je ne maîtrise pas complètement. Là, je m'adresse à l'expert, mais voilà, tu vois le sens de ma question. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, la première chose, c'est que il faut un peu démystifier ce monde de l'économie. Tu dis que tu sais pas ce que c'est, que tu connais pas les termes techniques comme ce qu'est une bulle, ce qu'est une banque centrale, tout ça. L'économie, c'est pas une science qui est exacte. Il faut pas imaginer qu'il y a les sachants et les non-sachants. Ça, c'est vraiment le cœur de mon combat, c'est de dire aux gens, d'abord, il faut être pragmatique. Il faut pas avoir peur d'expliquer les choses simplement et puis de les aborder, certes avec modestie, mais aussi en sachant qu'on peut les maîtriser. Tu poses la bonne question. L'argent qui a été injecté dans l'économie, on va se demander si c'est pas un pansement sur une jambe de bois. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'injection d'argent dans l'économie par les banques centrales, c'est quelque chose qui est généralisé depuis des années et des années et des années. On a pensé que cette injection allait créer de l'inflation. Si vous remontez jusqu'à la crise de 2008, typiquement, c'est là qu'on a eu les premières politiques d'injection monétaire sur les marchés et beaucoup d'économistes ont dit on va avoir de l'inflation, les prix vont exploser, ça va être la catastrophe. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, on a appliqué la même politique et on l'a poussée encore plus loin. Donc aujourd'hui, quand je vous parle d'injection massive et de faire pleuvoir de l'argent sur la société, on a vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Les injections monétaires et la planche à billets, comme on dit, même si j'aime pas ce terme, ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes ces derniers mois, ces dernières années, qu'en 2008. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales, les autorités ont compris qu'elles pouvaient
imprimer beaucoup d'argent sans que ça donne lieu à une inflation massive et brutale, comme on se l'imagine dans l'Allemagne de Weimar avec l'hyperinflation. Ça, c'est dû à beaucoup de raisons qui sont assez techniques. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a, entre guillemets, sauvé l'économie. Aujourd'hui, dire que tout va s'effondrer, c'est plutôt jouer le prophète de l'apocalypse que d'être pragmatique et réaliste. En revanche, on sait qu'il y a des entreprises qui, dans un libre marché, auraient dû faire faillite, qu'elles ne l'ont pas fait. Et ce problème-là, il date pas du coronavirus. Il date de 2008 et de avant. C'est que depuis longtemps, les banques centrales ne veulent pas que les entreprises fassent faillite parce qu'on est assis sur une masse de dettes tellement importante que ça met en péril l'économie entière. Donc là, on peut rentrer dans des choses un petit peu plus techniques, mais en gros, il s'agit de faire en sorte que le système économique continue à fonctionner et que les systèmes sociaux restent viables, notamment aux États-Unis, où la bourse est très importante pour les retraites des gens. Et du coup, on comprend bien effectivement ce mécanisme-là et ce qui s'est passé sur ces bientôt 2 ans. Et si on devait tirer un petit peu le bilan de tout ça, quelles sont les entreprises qui, en gros, s'en sont le mieux sorties et celles qui, à l'inverse, ont vraiment le plus accusé le coup par rapport à la crise que nous avons traversée? En fait, la crise qu'on a traversée, c'est une accélération de tous les grands mouvements économiques qu'on connaît depuis des années. Accélération de l'impression monétaire, comme on vient d'en parler, mais aussi accélération de tous les mouvements commerciaux qu'on connaissait déjà, notamment les mouvements commerciaux en lien avec les nouvelles technologies. Donc, les grands gagnants de ce qui s'est passé, c'est tous les acteurs de la technologie, en particulier du e-commerce, des microconducteurs, les puces électroniques, des sociétés comme Nvidia, comme AMD, des sociétés comme Google, comme Facebook, comme Amazon. Toutes ces sociétés-là, au moment où on a fermé l'économie, qui était en mesure d'apporter du divertissement, des consommables, de la nourriture, tous les biens de nécessité, en fait, eh ben, c'était les GAFA et puis les acteurs du e-commerce. Donc, eux, en plus, ils sont déjà riches avant le Corona Crash. Ils n'ont pas besoin d'injection de liquidité. Ils ont déjà beaucoup de clients. Ils sont en situation quasiment monopolistique. Et ils se retrouvent avec un espèce de cadeau du ciel qui est de dire on va tout fermer, les gens vont plus aller au restaurant, ils vont plus aller dans les magasins, ils vont plus aller à la Fnac. Par contre, ils peuvent aller sur Amazon et puis ils peuvent aller acheter tous les livres qu'ils veulent trouver chez Amazon. Donc ça, c'est vraiment les grands gagnants. Les perdants, ben, c'est facile de les identifier. Hein. Les perdants, c'est tous ceux qui sont sur le tourisme, sur le déplacement, tous ceux en fait qui ont été réellement bloqués par cette pandémie, les restaurateurs, l'événementiel, ça, c'est tous ceux qui auront beaucoup de difficultés à se relever de cette crise. Warren Buffett, qui est un investisseur, peut-être l'investisseur le plus connu de tous les temps, a vendu ses actions dans l'aviation parce que il a vu qu'il y avait quelque chose de long terme qui était en train de s'inscrire dans cette industrie-là et que ça allait être très difficile de rouvrir. On pensait que le tourisme reprendrait plus rapidement. Prenez un pays comme le Japon, ça fait bientôt 3 ans qu'ils n'ont plus un seul touriste qui met les pieds chez eux alors qu'ils étaient en plein boom touristique. C'est vrai aussi pour la France, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tout le monde en fait. Et alors, pour balayer tout de suite l'argument, parce que c'est vrai que j'imagine que parmi les spectateurs de Juste Milieu, certains ont une image de la finance qui est peut-être négative, et je rebondis parce que tu parlais d'Amazon, et forcément, Amazon aujourd'hui concentre beaucoup de critiques, beaucoup d'avis négatifs sur les pratiques de l'entreprise et autres, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'investir dans des entreprises auxquelles on croit, c'est-à-dire des entreprises qui défendent des valeurs qui nous plaisent, qui ne sont pas forcément les énormes monstres, l'image des monstres qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je pense qu'on peut soutenir, on peut investir et gagner de l'argent en investissant sur des entreprises qui ne sont pas forcément les monstres qu'on imagine. On est d'accord, hein, on est d'accord là-dessus. Bien sûr. Alors, moi, je suis pas un fan de, de, de l'investissement engagé. Je pense qu'il faut pas confondre les choses. J'ai utilisé le mot pragmatique tout à l'heure. C'est pas un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de s'en sortir, de rentrer sur les grands mouvements sur lesquels nous, on n'a pas de prise. Aujourd'hui, que, qu'un investisseur particulier avec 100 000 euros à investir ou même 10 000 investissent dans Amazon, ça ne va pas changer la face du monde. En revanche, ce que je peux dire, c'est que il existe des milliers et des milliers d'entreprises dans lesquelles on peut investir.
la tendance dite du ESG, donc de l'investissement responsable, est bien réelle. Il y a aujourd'hui beaucoup de grandes institutions financières qui poussent ça auprès de leurs clients. Très souvent, c'est plutôt ce qu'on appelle du greenwashing qu'autre chose. Mais après, c'est à chacun selon ses valeurs. Parce qu'en fait, derrière la question que tu me poses, il y a l'idée que toi, tu as des valeurs à défendre qui sont pas les mêmes que les miennes, qui sont probablement pas les mêmes que les gens qui nous regardent. Et ça touche vraiment au cœur de ce que c'est que l'investissement. L'investissement, en fait, c'est quelque chose de très personnel. Aussi bien pour les objectifs qu'on a, pour le type d'entreprise, le style d'investissement qu'on veut déployer, l'éthique qu'on veut avoir dans ces investissements. Voilà, moi, il y a des endroits où j'investirai jamais pour d'autres raisons que toi. Et ça, voilà, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est possible d'investir, à part si vous êtes anticapitaliste, vous ne pouvez pas investir dans du capital. Eh bien, si vous n'êtes pas anticapitaliste, vous allez forcément trouver des entreprises qui répondent à quelque chose qui vous parle. Et c'est ça le plus important, une histoire qui vous fait rêver, qui donne du sens à votre investissement et qui vous donne l'impression d'aider un petit peu le monde à avancer. Et voilà, c'est vraiment pour ça. Moi. Je suis ravi de te recevoir parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça dynamite un petit peu l'image qu'on a où forcément la finance, c'est le loup de Wall Street, c'est la cocaïne et les lancers de nains pour ceux qui ont vu le film. Mais voilà, en fait, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. Effectivement, on peut mettre en place des logiques où on défend des valeurs, où on soutient des entreprises qui nous parlent. Et je trouve que c'est précisément, c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on ressent hein, dans ta lettre. Les investisseurs, on en parlait au début de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description de la vidéo si vous voulez suivre hein, les conseils de Lucas. Mais nous, on va continuer à papoter. Et justement, pourquoi aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi tout le monde a intérêt, quels que soient ses moyens, quels que soient ses revenus, quelles que soient ses connaissances, pourquoi aujourd'hui l'investissement est à la portée de tout le monde et pourquoi justement, quelles que soient les conditions des gens, on peut profiter des opportunités du moment et en retirer quelques bénéfices qui peuvent être très utiles à la fin du mois. Alors, la première chose, c'est que je ne vais jamais dire que tout le monde a intérêt à investir. Encore une fois, la démarche, elle doit être personnelle, ça doit venir de vous. Vous devez essayer de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes, le monde qui vous entoure, et vous dire comment moi, je vais utiliser mon argent à bon escient. Parce que cette dichotomie entre le monde de la finance et puis le monde des consommateurs, ça, c'est factif, ça n'existe pas. Dans la réalité, il y a des gens qui achètent et qui vendent des choses. Si vous allez chez Auchan et que vous achetez quelque chose, sur le fond, c'est pas différent d'aller en bourse et d'acheter une action. Parce que c'est un échange commercial, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison fondamentale qui dit qu'une personne qui n'est pas du milieu de la finance ne peut pas investir. Au contraire. Alors, il y a des raisons historiques qui font qu'on n'investissait pas beaucoup en France, notamment, et qui fait que les gens ont peur d'investir. Mais ces raisons, elles existent encore en partie, mais elles sont en train de tomber. Une des raisons, c'était que c'était cher d'investir. Si vous vouliez acheter des actions en bourse, vous deviez aller voir votre banquier, vous deviez lui téléphoner, et puis ça coûtait très cher de passer une transaction. Vous allez payer plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros pour passer une grosse transaction. Et donc, celui qui a de petits moyens, qui a 100, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros à investir, ça va être très compliqué pour lui d'investir. Mais ça, c'est en train de tomber. Aujourd'hui, on a un truc dingue qui s'appelle Internet. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et c'est quelque chose qui, en fait, casse les barrières de beaucoup, beaucoup de choses. Ça casse notamment les barrières de l'investissement. On a plein de plateformes, des brokers qui servent à acheter et à vendre des actions, qui sont arrivés sur le marché et qui proposent d'acheter des actions avec des frais très petits. Et en fait, toute la démarche des investisseurs, c'est aussi ça. Nous, on ne s'adresse pas aux grandes banques. Nous on s'adresse certes aux professionnels aussi, mais surtout aux particuliers qui veulent prendre ses finances en main. Et lui, il a beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour investir. Et il a aussi des raisons d'investir qui sont que le prix des actifs augmente, que la monnaie perd de sa valeur chaque année et qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation qui vient se rajouter encore par-dessus ça et qui fait que chaque année, vos 100 euros, ils valent un petit peu moins qu'avant. Et donc aujourd'hui, je pense que, encore une fois, si vous êtes pragmatique, vous n'avez pas de raison de vous laisser appauvrir par un système qui dévalorise votre monnaie chaque année. Vous avez, pourquoi faire ce sacrifice au nom d'Emmanuel Macron qui vous dit que le livret A, c'est fantastique?
ce que vous devez faire, c'est prendre vos finances en main, voir les outils que vous avez aujourd'hui et faire en sorte en fait, d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de votre richesse, de vos actifs, en fait, de tous les biens que vous avez accumulés, qui sont souvent en euros, que vous avez accumulés à la sueur de votre front. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui justifie que les gens comprennent de plus en plus que investir, c'est une démarche de responsabilité et de prise de pouvoir en fait sur son propre destin. C'est vraiment intéressant. Et pour creuser un point, tu évoquais les brokers. Alors ça, peut-être que certains spectateurs ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mécanisme-là? J'imagine qui facilite l'investissement, justement, qui le rend Oui, plus accessible. comme je le disais tout à l'heure, avant pour investir, il fallait passer par sa banque, c'était compliqué, il fallait souvent prendre son téléphone, ça coûtait cher. Maintenant, il y a des sites internet, alors j'appelle ça des brokers, mais il faut voir ça comme un site internet qui est assez simple finalement à naviguer, sur lequel vous vous inscrivez, vous mettez un petit peu d'euros dessus, et puis vous pouvez acheter et vendre des actions avec des frais qui sont parfois même gratuits sur des plateformes comme DeGiro, qui vous permettent d'acheter et de vendre des actions sans être ruiné par les frais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial parce que ça veut dire que vous allez pouvoir investir 100 euros sur une action et regarder ce qui se passe avant de prendre vraiment plus de risques que ça. Donc, vous pouvez petit à petit découvrir cet univers-là sans dépenser juste 50 euros de frais et puis placer 5000 euros comme vous deviez le faire il y a quelques années. Et donc, je pense que la première étape, elle est là, c'est de découvrir une plateforme comme DeGiro qui est pas chère, et puis de faire son premier investissement, et puis au moins, vous aurez appris quelque chose sur le monde qui vous entoure et sur une partie très importante de notre économie aujourd'hui, qui est celle de la bourse, de la finance. Et justement, une autre grande tendance dans le monde de la finance, et là on va attaquer le deuxième gros volet de notre débat du jour avec toi, Lucas Marchand, la question des crypto-monnaies. Alors ça, tout le monde en parle, les crypto-monnaies, c'est le gros sujet du moment, le Bitcoin, tout ça. Bon, moi sincèrement, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai compris qu'apparemment, effectivement, ça pouvait ramener pas mal d'argent depuis 10 ans. Les courbes sont assez incroyables. C'est complètement dingue ce qui se passe, mais justement parce qu'on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, et on va repartir sur les bases finalement de tout ça pour bien comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de crypto-monnaie, notamment de Bitcoin. Et on va commencer, question simple, de l'élève au professeur. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, une crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui est protégée par des technologies cryptographiques qui fait que vous pouvez réellement posséder cette monnaie-là de façon autonome par rapport aux États. Le registre qui enregistre qui possède quoi, qui possède combien de Bitcoin, il est décentralisé entre des milliers et des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et c'est ce réseau d'ordinateurs qui va décider que Rémi possède un Bitcoin et que Lucas possède 0,5 Bitcoin. Et à travers ce réseau, on va pouvoir s'échanger nos Bitcoins. Et en fait, on est en train de parler d'une sorte de système monétaire autonome, inviolable, décentralisé, qu'il n'est pas possible de censurer et qui, pour le cas du Bitcoin, a une limitation dans la quantité de Bitcoin qui vont exister, qui est de 21 millions, et donc une transparence par rapport à la politique monétaire de cette monnaie électronique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est très compliqué de voir ce qui se passe dans les comptes de la Société Générale, c'est même confidentiel très souvent, alors que les transactions qui se passent dans le Bitcoin, elles sont publiques, elles sont visibles par tous. Le code qui gère la quantité de Bitcoin émise est open source, il est visible par tous. Vous pouvez vérifier qu'il y aura bien seulement 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Et donc ça donne au Bitcoin et aux crypto-monnaies des qualités qui en font un sérieux concurrent pour les monnaies fiat comme l'euro ou comme le dollar US, parce que technologiquement, ça permet de faire beaucoup plus de choses avec un degré de maîtrise pour le particulier qui est beaucoup plus important. On a parlé tout à l'heure de l'inflation, de la perte de valeur des monnaies comme le dollar et comme l'US, comme le dollar et comme l'euro. Aujourd'hui, le Bitcoin en particulier représente une défense pour les gens vis-à-vis de l'impression monétaire, puisque la politique monétaire du Bitcoin, elle, est fixe, c'est 21 millions,
c'est quelque chose qui est impossible à changer. Et donc, ça représente un outil qui a à la fois les qualités de l'or. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'économie parmi les gens qui nous regardent, voilà, l'or est une valeur refuge par excellence qui protège du débasement de la monnaie. Ben, le Bitcoin a les mêmes qualités que l'or. Il se mine aussi d'ailleurs de façon électronique. Et donc, ça représente comme ça un outil de prise de pouvoir sur la finance, sur la monnaie. Pour des millions de personnes aujourd'hui à travers le monde, c'est quelque chose qui se développe très vite. Je rajoute encore que on a parlé tout à l'heure des GAFA. Les GAFA, qu'est-ce que ça veut dire en fait, la croissance des GAFA? Ça veut dire que software is eating the world, comme on dit, c'est-à-dire que l'informatique est en train de dévorer le monde. Petit à petit, tous les intermédiaires, tous ceux qui profitaient d'une rente de situation avec Internet, ils sont en train de perdre leur place avec l'avènement du low cost, avec l'avènement d'Amazon, etc. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est la dernière étape de cette désintermédiation. C'est la prise de pouvoir de la monnaie où on va plus avoir une banque centrale entre notre valeur et nous. On va créer un réseau qui nous appartient, qui s'appelle le Bitcoin. Le Bitcoin, ça appartient pas à une entreprise, ça appartient aux gens qui l'utilisent. Et on va créer notre propre monnaie. On va décider qu'on lui accorde de la valeur parce qu'elle est rare, parce qu'elle a des qualités qui sont uniques. Mais donc là encore, je me fais le relais de questions un peu basiques, mais pour bien comprendre hein, de quoi il s'agit. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut faire ses courses et payer en Bitcoin ou ça reste encore dans le monde de l'Internet? Comment ça s'utilise en fait au quotidien? Alors, aujourd'hui, c'est une technologie qui est en train d'exploser, qui est surtout utilisée comme un actif de protection contre l'inflation. Aujourd'hui, faire ses courses en Bitcoin, ça peut être relativement compliqué, bien qu'il existe des plateformes. Il ne faut pas voir ça aujourd'hui comme ça, il faut le voir plutôt comme un investissement qui ressemble un peu à l'investissement dans l'or. Vous avez maintenant, à côté du Bitcoin, toute une galaxie de projets crypto qui répondent au type de demande que tu décris et qui préparent en fait ce qu'on appelle l'Internet de la valeur, c'est-à-dire un Internet dans lequel on va avoir le Bitcoin, mais on va avoir aussi toute une galaxie de projets crypto avec chacun leur propre monnaie électronique qui vont répondre à toute une série de besoins. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment l'exploration d'un nouveau monde, d'une nouvelle économie entière qui est en train d'émerger. Et on a petit à petit des gens qui migrent d'un continent du vieux monde avec les banques centrales, l'impression monétaire, les dettes immenses, vers ce nouveau monde où on reconstruit tout depuis zéro. Et peut-être sur l'aspect un peu plus politique, parce que tu parles du fait que les banques centrales sont vouées dans ce système-là à disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui les États, enfin pas vraiment, mais est-ce que les États ont intérêt comment dire, à se diriger, à s'orienter vers ce monde du Bitcoin, des crypto-monnaies, ou est-ce qu'il va y avoir quand même une sorte de bagarre entre ces deux mondes? Comment ça va se passer? Parce qu'on a vu un petit peu en suivant l'actualité que, par exemple, l'Union européenne avait une sorte de projet de crypto-monnaie également, que ça titillait un petit peu tout le monde de partout. Comment l'entente va se faire entre ces deux mondes? Alors, pendant longtemps, les États ont, je pense, sous-estimé à quel point la promesse de valeur des crypto-monnaies était forte et importante. On a eu notamment beaucoup de médias qui ont sans cesse répété c'est une bulle, ça va disparaître, c'est un Ponzi, vous allez y perdre vos économies, etc. Assez bizarrement, les États et les banques centrales se sont un petit peu alignés avec ça en disant on va voir venir. Alors qu'effectivement, tu le pointes très justement, dans l'absolu, le Bitcoin pourrait être une vraie menace pour les politiques monétaires. Et aujourd'hui, il y a une sorte de réveil qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis, mais dans la plupart des pays en fait. Mais on voit beaucoup d'actualités de la part de la SEC, donc le gendarme financier américain, qui commence à intervenir sur le marché des crypto-monnaies pour dire attention, on va arriver, on va vous réguler, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le débat aujourd'hui, c'est va-t-il y avoir interdiction? Je ne pense pas, mais c'est le pire cas. Va-t-il y avoir un compromis où on va laisser les crypto-monnaies se développer plus ou moins lâchement
et puis on va voir venir, ou est-ce qu'on va laisser tout ça se développer sans intervenir encore pendant des années? Et ça, je pense que c'est aussi un cas qui a très peu de chances de se produire. Ce qui est en train de se dessiner, c'est que tout comme nous, tout comme toi, tout comme moi, les États et les banques centrales sont en train d'essayer de comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies, comment elles se développent, comment elles peuvent être utilisées, comment eux peuvent les utiliser. Comme tu le dis, il y a maintenant des projets de monnaie électronique de banques centrales. Ça, c'est à la fois, ça fait à la fois peur parce que il y a notamment la monnaie électronique chinoise, le yuan électronique, qui est en train d'arriver, sur lequel on craint que le gouvernement chinois, à travers cette monnaie, va pouvoir contrôler la population, savoir exactement qui fait des transactions avec qui, avec une vue à 100% sur ce que dépensent les gens, ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. On peut arroser les gens d'argent aussi beaucoup plus facilement avec des monnaies électroniques comme ça. On voyait directement sur leur portefeuille du yuan électronique ou demain de l'euro. Donc ça, c'est des outils qui sont très, très dangereux pour la démocratie notamment, qui se développe en Chine assez rapidement actuellement, qui se prépare en Europe et aux États-Unis avec quand même des garde-fous un petit peu plus importants probablement. Mais je pense qu'il faut rester très attentif là-dessus. En revanche, ce que ça dit, c'est que je pense qu'aujourd'hui, dire que les crypto-monnaies sont une passade, c'est vraiment se voiler la face. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un marché qui est gigantesque. Vous avez les grands fonds américains qui commencent à arriver. Vous avez des milliardaires qui ont investi dedans. Vous avez la SEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui commence à accepter son existence et à plutôt signaler qu'ils ne vont pas interdire du jour au lendemain le Bitcoin. Et quand les banques centrales vont lancer leur monnaie électronique nationale, eh bien là, on va avoir quoi? On va avoir une généralisation et une normalisation des crypto-monnaies. Et je ne pense pas qu'il faut les voir en concurrence. Il faut plutôt voir justement que ça va être une rampe de lancement pour rentrer dans le monde des cryptos, pour ceux qui en ont un petit peu peur. Le jour où c'est l'État qui va leur dire, tiens, télécharge ce programme-là sur ton téléphone portable, reçois 1000 euros, les gens vont commencer à le faire. Et à partir de là, ils vont rentrer dans le trou noir des crypto-monnaies et avoir un accès beaucoup plus facile à toute la galaxie qui est en train de se construire. Et donc, là encore, une question peut-être terre à terre, j'imagine, pour toi en tant qu'expert, mais il n'y a pas de risque qu'un État mette la main sur le Bitcoin, par exemple. Ça restera indépendant quoi qu'il arrive. Il faut jamais dire jamais, mais je dirais que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça dépend ce que tu entends par mettre la main. Un État peut acheter des bitcoins. Le Salvador a acheté du bitcoin, donc ça c'est possible. Si un État comme la Chine par exemple ou les États-Unis essayaient de s'amuser à acheter tous les bitcoins, je ne sais pas exactement ce qui se passerait. Ça ferait probablement perdre beaucoup de valeur au bitcoin. Personne n'a vraiment intérêt à faire ça, et puis ça ferait monter avant les prix énormément. Enfin, c'est un scénario un petit peu tarabiscoté et pas très réaliste. En revanche, un État, non, ne peut pas hacker le Bitcoin et puis en prendre le contrôle. Ça, c'est dû à sa nature décentralisée. Il faut imaginer ça vraiment comme un réseau d'ordinateurs répartis dans le monde entier. Admettons que vous arrivez à hacker un de ces ordinateurs pour rentrer dans le réseau Bitcoin et que vous modifiez, vous dites, voilà, moi, Rémi, je suis un hacker, j'ai hacké l'ordinateur de telle société de minage de Bitcoin. Et maintenant, je vais me mettre 1 milliard d'euros en Bitcoin sur mon compte. Et ben, cette transaction-là, elle ne va pas être acceptée par le reste du réseau de tous les autres ordinateurs dans le monde. Donc, et évidemment, c'est impossible de hacker en même temps tous ces ordinateurs pour prendre le contrôle du réseau. Et même si vous y parveniez, immédiatement, la valeur de ce réseau-là tomberait à zéro, probablement. C'est un petit peu technique, un petit peu compliqué, mais en gros, je pense que ce danger-là n'est vraiment pas le plus grand danger de la part d'un État. Le plus grand danger pour le Bitcoin de la part des États, c'est une régulation trop forte, typiquement par la taxation, typiquement par les mesures pour décourager les gens d'investir là-dedans. Et avec le temps, mettre une telle chape sur les investisseurs en crypto-monnaie qui vont se décourager. Et là, les États pourraient en profiter pour essayer de s'approprier cette technologie et de ne faire travailler les gens qu'avec les crypto-monnaies dont ils ont le contrôle et qui leur permettent, en fait, il faut vraiment, ça c'est capital de le comprendre,
qui a le pouvoir sur la monnaie a le pouvoir sur tout, en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi notre responsabilité à nous de pousser les gens vers des véritables crypto-monnaies qui leur permettent d'être autonomes, de posséder réellement leur monnaie. Quand vous posez votre argent à la banque, aujourd'hui, vous pouvez rien faire si tout à coup la banque vous dit qu'elle veut pas vous le rendre. En fait, ce qui est arrivé à Chypre, notamment, si vous avez des bitcoins sur votre portefeuille de bitcoin, on peut pas vous les prendre. Et ça, c'est une différence qui est capitale et qui justifie, à mon avis, que les gens aujourd'hui doivent se diriger vers cette technologie-là parce que c'est dans leur intérêt financier, mais aussi dans leur intérêt démocratique. Effectivement, et pour essayer de rassurer certaines personnes qui ont peut-être commencé à s'intéresser au Bitcoin, notamment à travers l'actualité, on l'avait vu, je crois que c'était il y a quelques mois avec Elon Musk, le grand patron de Tesla, qui avait mis le mot Bitcoin, je crois, dans sa description de Twitter, ça avait fait augmenter le cours. Puis après, il y avait eu un autre mouvement où il avait dit je ne sais plus quoi, puis ça avait fait baisser le cours. On a l'impression qu'il y a une certaine volatilité, mais pour la grande tendance, par exemple, depuis 5 ans, est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres pour bien comprendre? Parce que tout à l'heure, tu parlais de valeurs refuge comme l'or, pour bien comprendre qu'effectivement, la tendance du Bitcoin est vraiment à la hausse, quoi, et c'est assez impressionnant. Alors, effectivement, le Bitcoin et encore plus toutes les autres crypto-monnaies sont des actifs extrêmement volatiles. Il faut bien comprendre que c'est une technologie qui est en train de conquérir le monde et que donc sa croissance en nombre d'utilisateurs est extrêmement importante. Ce qui veut dire qu'on a des hauts, des bulles, des hauts et des bas, des bulles, des périodes d'euphorie, des périodes de panique. C'est beaucoup plus volatile en termes de valeur que ce que vous allez voir en bourse. Par contre, ça ressemble un petit peu à ce que vous allez voir sur des petites sociétés d'ultra croissance qui vont monter sur le long terme, mais avoir de grandes vagues de hausse et de baisse sur ce trajet-là. Ça, c'est quelque chose en fait qui est théorisé par une loi qui s'appelle la loi de Metcalfe, qui dit que le nombre d'utilisateurs dans un réseau augmente proportionnellement la valeur de ce réseau, au carré en fait. Et ça veut dire que le Bitcoin, il est en train de faire ce trajet-là. Et pour suivre le développement du Bitcoin, vous pouvez suivre le nombre d'utilisateurs. Et effectivement, le nombre d'utilisateurs, il est tout simplement en train d'exploser. Et puis, ça veut dire que le prix du Bitcoin, si vous le prenez sur les 5, 10 dernières années, vous allez voir qu'il monte à une vitesse en fait exponentielle. Cette exponentielle, c'est difficile de la comprendre, mais en gros, ça veut dire que sur la même zone de temps, le Bitcoin, en fait, ça veut dire que le Bitcoin peut très facilement doubler d'une année à l'autre. Le Bitcoin, laissez-moi me souvenir des prix. Par exemple, je crois qu'en mars, il est tombé à $3 000. Aujourd'hui, il est autour des $60 000. Donc, c'est du x20. Alors là, je prends un point bas face à un point haut. Il est parti de zéro en 2008, je crois. Il valait quelques centaines de dollars au début de la décennie. Il valait quelques milliers de dollars en 2017, 2018. Il est monté jusqu'à 20 000 en 2018. Et aujourd'hui, il est à 60 000. Et il est en train de se préparer, à mon avis, à aller encore plus haut que ça. On a des objectifs aujourd'hui à moyen terme qui sont autour de 100, 120 000, 150 000 dollars. Tout ça, c'est jamais sûr, bien sûr, il faut bien le comprendre. En revanche, c'est appuyé par des analyses assez solides et qui sont plutôt logiques et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a pu voir sur des actions comme Amazon. Quel est le secret du succès d'Amazon? Le secret du succès d'Amazon, c'est que le nombre de personnes qui l'utilisent est tellement important qu'au bout d'un moment, ça lui donne une puissance de feu lorsqu'elle lance des nouveaux produits qui est inimaginable. Pour le Bitcoin, c'est la même chose. Au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, sa valeur augmente exponentiellement. Et donc là encore, un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure pour les actions, aujourd'hui, c'est possible pour ceux qui le souhaitent d'investir dans le Bitcoin via là encore des brokers ou c'est un autre système? Alors, il existe plusieurs systèmes pour acheter des Bitcoins, mais là encore, comme je vous le disais, on est dans ce mouvement de désintermédiation par rapport aux middlemen, comme on les appelle, les gens qui se mettent entre vous et ce que vous voulez accomplir. Hier, il fallait passer par le banquier. Le Bitcoin, c'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de passer par votre banquier. Vous pouvez faire des transactions de pair à pair, donc avec d'autres personnes sur le réseau Bitcoin. Ce n'est pas censurable. Ça veut dire que vous pouvez faire une transaction en Bitcoin et personne ne peut vous en empêcher. Le gouvernement ne peut pas venir et vous dire
non, tu n'as pas accès au réseau Bitcoin. Il suffit d'avoir un ordinateur et il suffit d'accéder, de télécharger le programme, etc. L'autre chose qui est fantastique avec le Bitcoin, c'est que vous pouvez en acheter des toutes petites quantités avec des frais qui sont minimes. Et donc, c'est un actif qui, encore une fois, c'est un peu l'actif du peuple. Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est très accessible, c'est incensurable. Vous possédez vraiment ce que vous avez sur votre compte. C'est pas quelqu'un, un tiers qui le possède pour vous. Il suffit de se rendre. Il existe effectivement des plateformes brokers sur lesquelles vous pouvez acquérir vos bitcoins très simplement, qui sont des plateformes centralisées. Et ensuite, vous pouvez récupérer vos bitcoins et les télécharger par exemple sur une clé pour les sécuriser et que vous les possédiez vraiment. Là, c'est un petit peu technique. Je suis pas sûr qu'on veut rentrer là-dedans, mais pour répondre de façon succincte à la question, oui, c'est très facile. Une fois qu'on a compris, c'est encore plus accessible que les actions et ça permet une mobilité de votre capital qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est aussi une qualité dont on n'a pas parlé. C'est qu'un Bitcoin, vous pouvez l'envoyer avec des frais très bas à l'autre bout du monde. Dans l'heure, il va arriver chez la personne en question. Alors que si vous allez à votre banque et puis vous essayez de faire un virement, déjà, votre virement peut être bloqué. Ça, c'est impossible avec le Bitcoin. Mais en plus, ça va prendre plusieurs jours. Dans certains cas, vous avez meilleur temps de prendre une mallette pleine d'argent, d'aller à l'aéroport, de prendre un avion et puis de donner la mallette à la personne. Et c'est aussi cette logique-là qu'on est en train de casser avec ces nouvelles technologies. Et là encore, parce que c'est vrai qu'on parle du Bitcoin depuis tout à l'heure, mais au début, l'introduction, c'était les crypto-monnaies. Donc, il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui. Quelles sont celles qui, d'après toi, ont un potentiel, alors peut-être pas aussi fort que celui du Bitcoin, mais qui aujourd'hui peut être intéressant pour voilà, des gens qui souhaitent investir, qui souhaitent débuter, découvrir cet univers-là? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des crypto-monnaies qui peuvent assurer un niveau, alors peut-être pas de garantie, parce que comme tu l'as dit, rien n'est jamais certain et que on peut, bien sûr, tout peut se péter la gueule du jour au lendemain. C'est la stratégie dite de la République en marche. mais, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sortent un petit peu du lot? Alors, évidemment, je ne vais certainement pas recommander quoi que ce soit aujourd'hui. Je vais, en revanche, vous dire qu'est-ce qui est intéressant de suivre aujourd'hui dans ce qui se passe dans les crypto-monnaies. Maintenant, c'est vraiment des milliers de crypto-monnaies qui existent. Il y en a qui sont des arnaques complètes. Il y en a qui sont des projets ambitieux, qui sont vraiment au tout début, qui ont de fortes chances d'échouer, mais une faible chance de vous apporter un énorme gain financier. Il y a des valeurs sûres comme le Bitcoin et comme Ethereum. Et puis, il y a des intermédiaires qui sont des projets solides, un petit peu moins connus, mais qui ont un potentiel aussi exponentiel au fur et à mesure que l'écosystème des crypto-monnaies va en fait exploser. Moi, je suis persuadé de ça. C'est qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une grande migration aujourd'hui. On a des ingénieurs dans le monde entier qui sont en train de migrer de l'ancien monde pour aller travailler spécifiquement sur des projets de crypto-monnaie. Et tout le travail qu'on fait chez Vauban, c'est de trouver ces équipes qui créent des projets intéressants, identifier les crypto-monnaies qu'ils sont en train de créer pour espérer des gains importants. La stratégie, en fait, que je recommanderais aux gens, déjà, c'est d'être prudent, évidemment, de ne pas investir des sommes qui ne sont pas prêts à perdre, et puis ensuite de se diversifier. Ça, c'est un grand classique dans le monde de la finance. Si vous ne devez faire qu'une chose, alors mettez 100 € dans le Bitcoin. Si vous voulez investir un petit peu plus sérieusement, alors identifiez une série de projets, le Bitcoin, Ethereum, et puis mettez un panier à peu près égal en mettant peut-être un petit peu plus sur Bitcoin, un petit peu plus sur Ethereum, et un panier égal ensuite de petites positions au fur et à mesure que vous descendez dans la courbe de risque. Parce qu'évidemment, toutes les crypto-monnaies, comme j'ai expliqué, n'ont pas le même niveau de risque. Et c'est à vous, il n'y a que vous qui savez quel risque vous êtes prêt à prendre. J'ai cité Bitcoin, j'ai cité Ethereum. Aujourd'hui, il y a des cryptos comme Avalanche, comme Terra, comme Solana, dont on parle beaucoup, comme Cardano. Je ne vais pas aujourd'hui donner mes pronostics par rapport à elles, mais c'est en tout cas des projets solides, intéressants, qui ne sont pas des arnaques, qui sont en train aussi d'avoir une courbe d'adoption importante, qui peuvent être intéressantes à suivre. On a parlé récemment dans les médias beaucoup du métavers. Oui. Mark Zuckerberg qui a bien compris que son business model est en train de mourir, que ce que j'appelle le Web 2.0
va être remplacé par le Web 3.0, qui est celui qui est en lien avec les crypto-monnaies, qu'aujourd'hui les gens ne vont pas accepter qu'on monétise leurs informations, qu'on utilise les textes qu'ils écrivent sur Facebook, les photos qu'ils publient pour y accoler des publicités à côté. Eux ne touchent rien, mais Marc, lui, s'en met plein les fouilles. Ça, les gens vont plus l'accepter parce qu'aujourd'hui, la technologie de la blockchain, qui est celle qui permet les crypto-monnaies, en fait, elle vous permet de reprendre justement le contrôle de vos données et de votre activité sur Internet. Et donc, toutes les crypto-monnaies qui sont en train de travailler en direction de ce métavers sont, à mon avis, intéressantes. Elles ont beaucoup augmenté en prix ces dernières semaines à cause de Mark Zuckerberg qui a dit qu'il allait renommer Facebook Meta. C'est le nouveau nom de Facebook, c'est Meta. Et qu'il allait créer son propre métavers. Donc, elles ont beaucoup explosé en ce moment. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu prudent, mais ça reste quelque chose de très intéressant à suivre. Et la dernière chose que je vous inviterai à regarder de près aussi, ce sont tous les tokens ou les crypto-monnaies sociales qui vont permettre de créer en fait des communautés sur Internet. Il y a notamment une crypto-monnaie qui s'appelle Chiliz, qui est très intéressante puisqu'elle permet aux fans de foot d'acheter les crypto-monnaies qui correspondent à chaque club. Vous avez aujourd'hui le token du PSG. Vous pouvez acheter ces tokens du PSG. Ça vous donne droit à des goodies, à voter sur certaines décisions, pas les changements de joueurs, mais certaines décisions annexes pour le club, typiquement la couleur des maillots ou des choses comme ça. Et ça, en fait, pour moi, c'est une promesse qui est très, très importante parce que aujourd'hui, on sait très bien que les gens sont prêts à lâcher beaucoup d'argent pour acheter un maillot de foot du FC Barcelone. Ils sont aussi prêts à acheter des biens électroniques sur lesquels ils n'ont pas vraiment la possession. Ça, on le voit notamment avec les jeux vidéo. Les jeunes et les moins jeunes qui jouent sont aujourd'hui prêts à dépenser des centaines d'euros pour acheter des objets esthétiques pour leurs personnages. Ces objets esthétiques, ils ne les possèdent pas vraiment. L'éditeur du jeu vidéo peut les récupérer à tout moment. Avec le Web 3.0, avec les cryptos, on a ce qu'on appelle les NFT, Non-Fungible Tokens. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un objet sur Internet, un objet électronique, il vous appartient vraiment, c'est dans la blockchain et on ne peut pas vous le reprendre. Donc, évidemment, il va y avoir un gigantesque marché qui va se construire autour de ça. Il n'y a pas de raison de penser que demain, Juste Milieu ne va pas avoir son propre token. Et ce token-là, il donnera le droit à ceux qui font partie de ta communauté de voter sur certaines décisions, peut-être même de participer à ton forum et d'avoir une partie de la rémunération générée par ce forum, d'avoir accès à certains contenus exclusifs parce qu'ils auront acheté soit ton token, soit des NFT de Juste Milieu. Je pense que c'est vraiment vers ça qu'on est en train d'aller avec les crypto-monnaies et la blockchain en général. C'est quelque chose qui est encore relativement mal compris, mais on a déjà des œuvres d'art électronique qui ont été vendues pour des dizaines de millions d'euros dans les grandes maisons d'enchères aux États-Unis. On a des transactions qui se font en Ethereum. La semaine dernière, on a une sorte d'association qu'on appelle une DAO, qui est une association dans la blockchain qui a essayé d'acheter la Constitution américaine aux enchères pour 20 millions de dollars. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont failli le faire. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là où la blockchain et puis les différentes technologies crypto permettent de construire des univers sociaux qui sont l'équivalent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'associations, entreprises et même États, en fait. Et alors, une question peut-être un petit peu plus politique pour conclure cette partie sur les crypto-monnaies. Est-ce que tu dis qui est vraiment super intéressant? Effectivement, on voit fleurir de plus en plus d'articles dans l'actualité par rapport à ça. Mais est-ce que, par exemple, politiquement, on peut imaginer des crypto-monnaies ou des NFT, mais à une échelle plus locale? Par exemple, à l'échelle des territoires, justement, pour redynamiser des économies, ou est-ce qu'on est quand même sur deux mondes qui sont quand même assez différents? Ah, c'est déjà le cas. Je crois que c'est à Miami qu'ils sont en train de préparer un token où il existe déjà une crypto-monnaie de Miami. Donc, c'est aussi ça la force de la technologie blockchain, c'est qu'elle permet en fait de créer très facilement ces monnaies-là et puis de les rendre ultra locales. Et ça va plus loin que la région ou le département. Comme je te dis, ça peut être la monnaie juste milieu. Et en fait, ma prédiction à moi, c'est que ça va être comme ça. Toutes les stars de la pop auront leur token.
parce que ça leur permettra d'avoir un lien direct avec leurs fans, de leur donner des accès privilégiés. Vous pouvez imaginer créer un NFT, donc un objet électronique, en lien avec, je ne sais pas quelles sont les stars aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps de suivre tout ça. Il y a probablement une star de la pop que tu pourras citer qui pourra vendre ce NFT-là. Et il y en a par exemple 10, et il n'y aura jamais plus que 10, mais les 10 personnes qui possèdent ce NFT-là ont le droit, quand elles viennent au concert, de venir rencontrer la star dans les coulisses. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisable par tous les business qui existent, toutes les organisations politiques qui existent aussi, et toutes les associations qui existent. Il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qui devrait changer fondamentalement et profondément la société. On n'est pas en train de parler du Bitcoin qui est un Ponzi dans un coin. Non, on est en train de parler de la prochaine étape d'Internet. Internet a déjà conquis le monde avec le Web 2.0, avec les GAFA. Aujourd'hui, on passe à l'étape d'après, une étape dans laquelle nous, on aura plus de pouvoir sur ce qu'on fait grâce à la Web 3.0 et grâce à la blockchain, où on possédera vraiment nos données, où on pourra créer nos propres écosystèmes économiques et on décidera vraiment avec qui on fait des transactions et on ne pourra pas nous en empêcher puisque la blockchain, comme je l'ai dit, est inviolable et elle n'est pas censurable. Alors là, on a mis un pas dans le futur. Comme quoi, sur Juste Milieu, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une découverte de l'apprentissage. Ben, en tout cas, cher Lucas, on est ensemble depuis bientôt 1 heure. Un immense merci déjà pour tout ce que tu nous as appris, toutes ces informations-là, où vraiment c'est une découverte. Pour moi, le premier. Donc j'espère, que ça, chers spectateurs, que ça vous a plu, ça vous a éclairé sur ces questions plus que jamais d'actualité. Si vous voulez creuser, continuer à creuser et à apprendre au contact et avec l'accompagnement de Lucas, n'hésitez pas à vous inscrire à sa lettre Les Investisseurs. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous continuez à creuser les questions. Lucas, je te laisse le mot de la fin, un dernier mot peut-être pour conclure notre échange d'aujourd'hui. Je vous invite à vraiment prendre vos finances en main. Je ne veux pas pousser les gens à investir, je veux juste les pousser à comprendre le monde dans lequel ils vivent, à comprendre où est leur intérêt et à prendre une décision en toute connaissance de cause. Je pense que les gens aujourd'hui, ils sont sous-éduqués en matière économique, parfois à dessein, et qu'il n'y a personne qui va vous prendre par la main et qui va vous montrer le chemin. Donc, il n'y a que vous qui pouvez commencer ce chemin d'apprentissage et prendre en main vos finances. À terme, si vous faites les choses bien, ça ne peut que avoir un impact positif sur votre avenir. Donc, je vous invite à faire ce chemin-là dès aujourd'hui. Je voudrais aussi te remercier, Rémi. J'ai passé un excellent moment. J'aurais voulu encore dire beaucoup de choses dans ce genre d'entretien. On doit aller vite et le milieu de la finance est tellement passionnant. Je peux en parler pendant des heures. J'espère que je n'ai pas été trop technique ni trop lourd. Je suis de toute façon à ta disposition si tu veux qu'on approfondisse certains sujets. J'invite aussi les gens qui nous regardent, si vous voulez aller plus loin, découvrez ce qu'on fait chez Vauban. Avec plaisir, je vous envoie mes lettres. Et il y a tout un parcours qui a été créé pour les nouveaux abonnés à la newsletter gratuite. Ils apprennent très vite toutes les bases et puis on les accompagne avec nos contenus avec un immense plaisir. Et ben voilà. Et puis le plaisir partagé. En tout cas, je crois qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve sur Juste Milieu. On va se retrouver, cher Lucas. Encore une fois, merci beaucoup pour cet échange. À toi. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces apprentissages. Chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à Juste Milieu, ça faut le dire, en attendant les nouvelles vidéos. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Lucas. Merci, chers spectateurs. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.